Nos libertés ont fait l'objet d'une restriction qui n'a jamais été connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc jamais, en temps de paix, de telles restrictions aux droits et libertés ont été apportées par les États démocratiques. Donc déjà ça pose question. Il y a eu d'autres épidémies depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui n'ont pas entraîné ce type de restrictions aux droits et libertés. Bonjour Madame Schoos. Bonjour. Merci de nous recevoir. Pour commencer, est-ce que vous pourriez simplement brièvement vous présenter? Oui, je suis donc Annemie Schoos, professeure de droit et liberté publique à l'ULB. Et à mes heures perdues, quand j'ai encore le temps, également avocate au barreau de Bruxelles. La question se pose de savoir si l'accès à la justice a été de qualité durant ce confinement et si cette question a été problématique uniquement pendant le confinement ou s'il y avait déjà des problèmes avant. L'accès à la justice a été clairement un problème pendant le confinement, mais c'est vrai, comme vous le soulignez, que l'accès à la justice est un problème général en Belgique. Les diverses réformes de la justice ont rendu son accès beaucoup plus compliqué, et notamment l'assistance juridique n'est plus aussi facile à obtenir qu'avant. Les parties doivent payer les frais de rôle, avancer l'argent, éventuellement le récupérer si elles gagnent. Mais si elles perdent, elles ne le récupèrent pas et elles doivent en plus payer les honoraires de la partie adverse, ce qui rend la justice très difficile d'accès pour la majorité des citoyens. Par contre, pendant le confinement, c'était évidemment une situation exceptionnelle et contrairement à ce que la législation prévoyait, donc la législation, l'arrêté ministériel dit confinement, de lutte contre le coronavirus, a considéré la justice, comme les universités d'ailleurs, comme des services essentiels à la nation pour lesquels le télétravail n'était pas obligatoire. Et pourtant, un arrêté de pouvoirs spéciaux du gouvernement fédéral a modifié toutes les règles de la procédure pendant la crise sanitaire. Et donc, le principe, c'était exclusivité de la procédure écrite, donc suspension des audiences, sauf en matière pénale. Si une des parties s'oppose à la procédure écrite et demande une audience classique, c'est le juge qui décide ce qu'il fait. Si les deux parties s'opposent à la procédure écrite et demandent une audience, à nouveau, c'est le juge qui décide ce qu'il fait, ce qu'il veut. Et il peut accorder une audience par visioconférence ou remettre l'affaire après la fin du confinement, voire la remettre sans sine-die, donc sans date précise. Et donc là, vous êtes alors parti pour les calendes grecques. Par ailleurs, les arrêtés de pouvoirs spéciaux ont imposé les visioconférences en matière pénale, donc il n'y avait plus de transfèrement des détenus. Donc le détenu comparaissait depuis sa prison. Et donc, évidemment que ce n'est pas du tout la même qualité de justice que lorsque les personnes sont là. Et ce qui est dramatique, en fait, c'est que donc maintenant, ces mesures sont levées, donc elles n'ont plus cours, la justice fonctionne à nouveau normalement. Mais notre ministre de la Justice a déposé le 27 mai une proposition de loi, enfin il a fait déposer par 2 députés du VLD une proposition de loi, du CDNV, pardon, visant à généraliser la visioconférence et la procédure écrite. Alors ça a fait un scandale, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, les magistrats, mais de tous bords, même le président de la Cour de cassation s'en sont offusqués. Parce que c'est évidemment pas du tout le moment, on est quand même en période de post-Covid, on n'est pas encore en période normale, et donc c'est pas du tout le moment de faire ce genre de réforme. Et donc ce que j'avais relevé déjà dans d'autres interventions sur cette crise en matière de liberté publique, toutes les mesures d'exception qui sont prises en général sont après coulées dans le droit commun, et là c'est un bel exemple. Alors heureusement, la Cour de cassation a récemment considéré que la présence des prévenus en matière pénale, donc, était consubstantielle au droit à un procès équitable et que donc le recours à la visioconférence était contraire à la Convention européenne des droits de l'homme. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que les audiences physiques pour les détenus vont pouvoir reprendre. Autre particularité du confinement de la justice, tous les délais de prescription et tous les délais de procédure ont été suspendus, sauf
à nouveau pour les détenus et les prévenus. Donc si vous êtes condamné, ou bien si vous passez devant la chambre du conseil, vous avez un délai d'appel. Il est suspendu pour toutes les parties, y compris pour la partie poursuivante, donc le ministère public, mais pas pour vous comme prévenu, pas pour vous comme condamné. Pareil en droit des étrangers, donc les deux grandes exceptions en matière pénale pour les personnes privées de liberté, en tout cas poursuivies devant les tribunaux, et en droit des étrangers, aucun des délais n'a été suspendu. Et quel argument justifie d'avoir exclu les détenus et les étrangers de ce délai de prescription? Il n'y a pas d'argument, c'est... Et ça a été très peu dénoncé, sauf par les avocats pénalistes et ceux qui font du droit des étrangers, mais la presse ne s'est pas du tout fait le relais de cette anomalie fondamentale. Et pareil en matière de détention. Donc des circulaires ont été prises, des réglementations ont été prises pour vider les prisons en cette période de confinement et de propagation du virus. Donc la loi habilitait le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour pouvoir faire sortir les personnes dont le maintien en détention n'était pas essentiel. Il visait les prévenus, donc les prévenus sont les personnes qui sont arrêtées en détention préventive. Donc ils n'ont pas encore été condamnés, peut-être qu'ils ne le seront d'ailleurs jamais. Et vous aviez par ailleurs les condamnés. Eh bien, le gouvernement n'a pris des mesures que pour les personnes condamnées et aucune pour les prévenus. Et les recours qui ont été exercés au nom de certains détenus ont tous été, de prévenus donc, mais détenus en détention préventive, ont tous été rejetés. Quelle est la logique et l'intérêt d'une justice qui fonctionnerait par visioconférence ou qui privilégierait l'écrit sur des audiences? Un gain de temps. Donc les avocats doivent plus se présenter à l'audience. Il n'y a plus une heure, 2 heures, 3 heures qui sont réservées pour les plaidoiries. Tout se fait par écrit. Et donc c'est un gain de temps, un gain d'argent. Il y a eu un effet d'aubaine. Le fait que toutes les procédures se fassent par écrit ou soient rapportées, il faut déjà... Parce que quand c'est reporté, notamment à Bruxelles, c'est reporté loin. Vous savez que les juridictions sont engorgées. Donc ceux qui ont vu leur affaire reportée, sine die, ne savent pas quand elle va être prise en délibéré. Et oui, c'est ça l'enjeu du ministre de la Justice. Je tiens quand même à signaler qu'on est un des pays du Conseil de l'Europe qui consacre le moins de % de son PIB à la justice. On est à 0,5% du PIB, alors que la moyenne des États européens, c'est 2,2%. Ça vous en dit long. On peut imaginer, au vu de ce qui nous attend, de la crise sociale, vu le manque de moyens, que les tribunaux vont être encore plus engorgés. Est-ce qu'on peut espérer que la justice reçoive les moyens pour faire face justement à cet afflux de recours, que ce soit en droit du travail, mais aussi dans les différentes matières, en droit pénal? Je pense qu'effectivement, les juridictions vont être plus engorgées qu'avant. D'une part parce qu'un certain nombre d'affaires ont été reportées. Donc pendant 3 mois, il y a eu beaucoup moins de décisions qui ont été rendues. Et donc toutes ces affaires vont devoir être traitées. Plus le nombre de recours qui est actuellement introduit, ne fût-ce que pour les mesures qui ont été prises pendant la période du corona, mais aussi pour tous ceux qui ont vu leurs droits sociaux impactés par cette crise, le nombre de faillites, enfin, ça va être toutes les juridictions qui vont être concernées. Donc ce sera encore pire qu'avant. Est-ce que les moyens vont être dégagés? Je suis très sceptique, ça dépendra quand même du gouvernement de plein exercice qu'on peut espérer avoir un de ces 4. On peut rêver, mais en tout cas, espérons. Tous ont dit dans leur programme qu'il fallait soutenir la justice et la refinancer, tous les partis. Pour le moment, c'est pas du tout à l'ordre du jour. Et comme vous le disiez, c'est pas la crise économique qui va aider. Je ne sais pas si vous savez, mais donc un des problèmes de l'engorgement des tribunaux, et particulièrement à Bruxelles, c'est que les cadres ne sont pas remplis. Donc les vacances pour les postes de magistrats qui manquent aux cadres ne sont pas ouverts. Donc, il faudra à un moment donné, si c'est plus gérable, que le gouvernement alloue les moyens nécessaires à la justice pour qu'elle fonctionne au sens propre du terme. C'est-à-dire, c'est un pouvoir prévu par la Constitution. Donc, la Belgique est composée de 3 pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire, qui sont sur pied d'égalité. Et malheureusement, la justice ces dernières années a été relativement maltraitée, à tel point qu'on peut se douter encore du caractère de 3e pouvoir au sein de la Belgique fédérale. On a eu l'impression, quand même, sur différents aspects, que l'accès pas à la justice, mais au droit, a été plus facile parce que les démarches administratives étaient moins importantes. Pour l'accès aux soins de santé, par exemple, certains documents n'étaient plus nécessaires. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans une bureaucratie trop importante? Est-ce qu'on pourrait se passer de toutes ces démarches administratives pour faciliter l'accès au droit?
Ça dépend des domaines, hein. Donc, l'accès aux soins de santé, ça me semble évident. Par contre, j'ai un exemple particulier, à savoir, vous avez vu que pendant le confinement, les violences physiques à l'égard des femmes, enfin intrafamiliales, surtout les femmes et les enfants, ont considérablement augmenté. J'ai une amie qui est juge d'instruction et qui était donc toujours en service pendant le confinement, même si c'était à horaire réduit, pour éviter que les juges d'instruction se croisent. La majorité des affaires dont elle avait à traiter, c'était des violences conjugales. C'est vraiment effrayant. Et donc là, en temps normal déjà, pour une femme qui a fait l'objet de violences conjugales ou d'agressions sexuelles, parce que ça aussi, ça a augmenté, faire la démarche d'aller dans un commissariat de police, c'est très compliqué. La plupart ne le font pas. Et donc, pendant le confinement, elle pouvait déposer plainte par Internet. Et ça, je pense que c'est un atout, parce que c'est beaucoup plus facile, quitte après à être convoqué pour une audition, etc. Mais la démarche est plus facile de déposer une plainte par Internet avec sa famille, ses amis autour de soi, que de faire la démarche d'aller au commissariat. Pour ce qui est des allocations de chômage, etc., donc là aussi, les procédures ont été facilitées. Je pense que certaines d'entre elles devraient justement perdurer, mais je ne suis pas convaincue du tout que ce serait le cas. Au contraire, vu qu'on annonce une augmentation du nombre de chômeurs très importante, peut-être que du coup, ce sera tellement difficile à gérer qu'ils vont alléger les procédures. Mais voilà, ça, je ne peux pas vous dire. Mais c'est vrai que dans certaines matières, c'était un atout du confinement, ça, oui. On parle beaucoup de récession économique. On craint le pire pour l'avenir. Et donc, on a évidemment des discours qui appellent à revenir sur certains acquis sociaux, à peut-être durcir un peu le droit du travail pour relancer la machine. Est-ce que les gens qui vont être victimes de ce durcissement ont des outils juridiques à disposition pour se défendre? Est-ce que le droit offre les moyens de se défendre si on recule sur les acquis sociaux? Oui, tout à fait. Donc en matière de liberté publique, pour l'effectivité des droits économiques et sociaux, qui est quand même plus difficile à assurer devant les juridictions que les droits civils et politiques. Donc respecter votre liberté d'expression, ça demande une abstention de la part de l'État. N'intervenez pas dans ma liberté. Par contre, les droits économiques et sociaux, ça exige une prestation positive de la part de l'État. Et donc l'effectivité judiciaire, la justiciabilité de ces droits est plus compliquée à obtenir. Mais il existe ce qu'on appelle un effet cliquet ou une obligation de non-régression, un effet de standstill. Donc, les autorités publiques ont en principe l'interdiction de régresser dans la reconnaissance d'un droit. Donc, un droit social ou économique qui vous a été reconnu, à certaines conditions, les autorités publiques ne peuvent plus régresser. Donc, vous le supprimez ou l'amoindrir. Sauf si la régression répond à un motif d'intérêt général ou poursuit un objectif impérieux, à savoir la crise économique. Dans ces cas-là, oui, mais c'est particulièrement en matière de crise que les autorités publiques doivent être le plus vigilantes, évidemment, parce que c'est dans ces périodes-là qu'on a tendance à régresser dans la reconnaissance des droits. Et donc, les juridictions vont pouvoir sanctionner si c'était le cas. Alors, je vous avouerai que ça dépend des juridictions qui sont saisies. Donc, certaines appliquent cet effet de cliquet, de non-régression. Donc, par exemple, les allocations de chômage, si elles sont réduites, etc. Je suis convaincue que les juridictions appliqueront l'effet de standstill. Je ne pense pas non plus que ça se passera immédiatement. Ce sera plutôt à moyen terme. Parce que vous avez vu que l'Europe va dégager des budgets colossaux. Donc, je ne pense pas que dans les mois qui viennent, il va y avoir une régression. Mais à long terme, à mon avis, oui. Alors peut-être venons maintenant sur les aspects plus politiques, plus démocratiques des enjeux qu'ont posé cette crise. On a évidemment d'abord le confinement, c'est-à-dire que, a priori, une restriction des libertés individuelles qui était importante, avec des désirs quand même de continuer à faire valoir des droits et des messages importants. Comment est-ce que vous percevez la manière dont ça a été géré, particulièrement ici en Belgique et à Bruxelles ? Donc, comme vous le dites, nos libertés ont fait l'objet d'une restriction qui n'a jamais été connue depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, jamais, en temps de paix, de telles restrictions aux droits et libertés ont été apportées par les États démocratiques. Donc déjà, ça pose question. Il y a eu d'autres épidémies depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui n'ont pas entraîné ce type de restrictions aux droits et libertés.
Il ne faut pas oublier que donc, dans le contrôle des restrictions, il y a plusieurs critères. La légalité des restrictions, ok, là, il n'y a pas de discussion, encore que. Donc, la plupart de nos libertés ont été restreintes sur base d'un arrêté ministériel, donc pas un arrêté de pouvoirs spéciaux. Arrêté ministériel du ministère de l'Intérieur, pris sur base d'une loi sur la sécurité civile, qui, quand elle a été adoptée, n'a jamais envisagé la question d'une pandémie comme celle due au coronavirus. C'était plutôt pour des accidents nucléaires. Mais dans ce cas-là, personne n'a envie de sortir de chez soi de toute façon. Mais donc, c'était quand même pas dans l'intention du législateur. Soit, la loi existe, mais donc c'est par un arrêté ministériel. Il faut bien se rendre compte. Normalement, c'est le législateur uniquement qui peut restreindre vos droits et libertés, sauf exception. Puisqu'on était en période de crise, le Parlement a octroyé au gouvernement des pouvoirs spéciaux qui lui ont permis de prendre des décisions qui normalement étaient réservées aux législateurs. Il pouvait modifier la loi, il pouvait l'abroger, etc. Mais pour une période déterminée, de 3 mois. Les pouvoirs spéciaux cessent, en tout cas au niveau fédéral, le 30 juin. Et donc, pendant cette période, c'est l'exécutif, donc c'est un renversement des pouvoirs, puisque c'est plus le législatif qui prend les mesures, c'est l'exécutif. Et au bout de cette durée déterminée, le pouvoir législatif reprend ses pouvoirs et va devoir valider toutes les mesures qui ont été prises sur base des pouvoirs spéciaux. Bon, évidemment, ils vont invalider le jour où toutes les mesures auront sorti leur effet. Donc, on les voit mal ne pas valider les arrêtés de pouvoirs spéciaux. Ceci dit, s'ils ne valident pas, toutes les mesures qu'on a connues sont censées n'avoir jamais existé, avec toutes les demandes de dommages et intérêts que ça va pouvoir entraîner. Autant vous dire qu'elles vont être validées. Par contre, un arrêté ministériel, c'est un arrêté qui est pris par un ministre, en l'occurrence le ministre de l'Intérieur, sur base d'une loi, et qui, lui, n'est pas du tout il n'a pas besoin d'habilitation, il n'a pas besoin d'un pouvoir spécial. Et donc, l'arrêté ministériel pourra rester en vigueur après la période du 30 juin. Ce n'est pas prévu pour le moment. Donc, la dernière modification de l'arrêté ministériel pour la 3e phase du déconfinement précise que cet arrêté cessera ses effets le 30 juin, mais rien n'empêche de prévoir d'autres mesures. À part le confinement de la justice et les droits passerelles, etc., tout le reste était pris sur base de cet arrêté ministériel. Donc l'interdiction d'aller et venir, l'interdiction des cultes, l'interdiction des réunions, l'interdiction des manifestations. Et tout ça, au début, on ne pouvait voir qu'une personne, puis on pouvait en voir 4, etc. Tout ça, c'est prévu par l'arrêté ministériel. Deuxième critère qu'il faut respecter en matière de restriction, c'est la proportionnalité de la mesure. Donc il faut que la mesure qu'on prenne, donc de restriction, soit proportionnelle à l'objectif poursuivi et soit la moins attentatoire aux droits et libertés. Et tout ça, pour tout ça, l'autorité publique doit poursuivre un objectif légitime. Ici, l'objectif légitime, c'était la sécurité de la santé d'autrui et la santé publique. Oui, mais est-ce que le confinement était nécessaire pour sauvegarder la santé publique? Pas nécessairement si on avait eu des masques et des tests. Donc il y a une espèce de prise des intérêts en présence. En soi, le confinement, le lockdown total n'était pas nécessaire pour la poursuite de la protection de la santé publique. Elle l'a été pour éviter la saturation des hôpitaux et parce qu'il n'y avait ni masque ni test. Bon, mais ça, un juge ne peut pas contrôler. Ce sera plutôt le travail de la commission spéciale qui va évaluer les mesures qui ont été prises pendant cette période sanitaire. Mais par contre, certains recours ont été introduits parce que, par exemple, la première phase de déconfinement, les lieux de culte n'ont pas été déconfinés. Est-ce qu'il est plus important d'aller au bricot et dans les magasins de vêtements plutôt que de respecter la liberté fondamentale des croyants d'exercer leur culte, avec les mesures de distanciation sociale qui auraient été prises par les églises et par les autres religions. Et pourtant, ce droit est resté confiné beaucoup plus longtemps que les autres secteurs d'activité. Et donc vous voyez qu'il y avait certaines questions quand même fondamentales, et une qui m'a vraiment étonnée, voire choquée, c'est la liberté de manifestation. Donc après la manif contre le racisme, vous avez vu les réactions complètement excessives qui ont dénoncé cette manifestation alors qu'elle avait eu lieu dans tous les pays européens, aux États-Unis, partout, sans la moindre discussion. Chez nous, ça a fait un tollé général. Conclusion, une semaine après,
le personnel de santé qu'on applaudissait tous les soirs à 8 heures et qui n'ont toujours pas leurs droits qui ont été reconnus. Donc il est question de leur donner une prime, c'est toujours pas décidé. Il est question de refinancer les hôpitaux, c'est toujours pas décidé. Donc après un moment, ils commencent à en avoir gros sur la patate et ils veulent aller manifester. Alors qui est le plus concerné par les mesures de sécurité si ce n'est le personnel de santé? Ils n'allaient pas manifester comme l'ont fait ceux de la semaine précédente, encore que 99,9% portaient des masques, je ne vois pas où était le souci. Et donc, ils demandent l'autorisation de faire cette manifestation. Et donc, l'objectif, c'était d'aller devant le cabinet de Maggie de Bloch et de se retourner, comme ils ont fait à Saint-Pierre. Et la ville de Bruxelles a interdit la manifestation. Elle devait avoir lieu le 14 juin, donc dimanche dernier. Même problématique identique en France. Donc là, le personnel de santé veut manifester le 16 juin. Pareil, interdiction de la manifestation. La réglementation est la même, donc interdiction des rassemblements de plus de 10 personnes, comme en Belgique. Recours au Conseil d'État de France contre l'interdiction de la manifestation. Décision rendue le 13 juin à Paris. À Bruxelles, la manifestation devait avoir lieu le 14 juin. Recours le 14 juin. Le Conseil d'État, le 13 juin de France, annule l'interdiction de la manifestation, considère que c'est une violation de la liberté de manifester ses opinions et la liberté de manifester, la liberté de manifestation, et que, tenez-vous bien, si les mesures de sécurité sont respectées, ou, dit le Conseil d'État, que la manifestation ne rassemble pas plus de 5000 personnes, donc pas 200, 400, 5000, l'interdiction de la manifestation est disproportionnée. Décision le 14 juin en Belgique, donc même demande, même type de réglementation. Le Conseil d'État de Belgique refusera, rejettera la demande, donc n'interdira pas l'interdiction de la manifestation, considérant, que la date du 14 juin n'était pas symbolique. Depuis quand on doit avoir une date symbolique pour manifester? 2, que le personnel soignant n'avait qu'à s'exprimer par d'autres voies que la manifestation. Donc vous voyez, c'est choquant. On dit à du personnel soignant qu'ils vont propager le virus en faisant une manifestation. C'est juste dingue. Et tous les recours en Belgique, actuellement en tout cas, sur ces questions-là, ont été rejetés. Donc, je vous disais tout à l'heure que les conditions de détention avaient été assouplies pour les condamnés. Forcément, il y a eu des prévenus qui ont aussi fait des recours, tous rejetés. Soit parce que le recours était tardif, qu'ils auraient dû contester l'arrêté ministériel dans un bref délai après son adoption, mais tant qu'on n'est pas concerné directement, on ne va pas introduire une action, on ne va pas le faire au cas où. Pareil pour un justiciable qui avait une audience fixée le 17 juin et les mesures de confinement de la justice cessaient le 18 juin. Il demande une audience, donc que la procédure ne soit pas écrite, il demande une audience. La partie adverse s'y oppose, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est le juge qui décide, soit de reporter, soit de renvoyer au calendrier grec, soit de faire une visioconférence. En l'occurrence, le juge décide de reporter. Ce justiciable va au Conseil d'État en disant que c'est disproportionné, qu'il n'a plus accès à la justice et qu'il avait là une date le 17 juin. On considère que son recours est tardif. Comment ce justiciable aurait-il pu imaginer, que son affaire allait être fixée le 17 juin, que les mesures allaient cesser le 18 juin et qu'il allait perdre une chance que son affaire soit prise le 17 juin? Et dans toutes les affaires où l'une des parties s'est opposée à la procédure écrite et que l'affaire a été reportée, la jurisprudence considère que la mesure n'est que temporaire et est générale. Oui, mais elle est générale dans l'absolu. Pour vous, elle ne l'est pas. Si c'est justement votre audience que vous attendez depuis 4 ans, elle n'est pas générale. Elle n'est pas « oh, c'est pas grave, vous reviendrez dans un mois » quand on connaît l'engorgement dont on parlait tout à l'heure. Et donc, en Belgique, pour le moment, aucune procédure n'a abouti. Et c'est absolument inquiétant. Alors, justement, on avait vu sur un mur un tag où il était écrit « Covid 1984 ». Est-ce que vous pensez que, quelque part, ça annonce peut-être, de manière inquiétante, alors c'est de la politique fiction, mais des sociétés où le contrôle va sans cesse s'accroître, des sociétés de contrôle et de limitation des libertés individuelles? Oui. Pourtant, je suis d'un naturel optimiste, mais je vous disais tout à l'heure, les mesures d'exception, en général,
sont vouées à devenir des mesures de droit commun. Je vais vous donner un exemple. En France, état d'urgence déclaré donc au sens de la Convention européenne. Donc la Convention est suspendue pendant l'état d'urgence, pas sanitaire, hein, après les attentats de 2015. Des mesures extraordinaires sont prises, assignation à domicile, etc. Donc de véritables restrictions à la liberté individuelle. Je ne sais plus, 15 mois d'état d'urgence, il a été renouvelé à plusieurs reprises. Et puis à la fin de l'état d'urgence, tout a été coulé dans le droit commun. Donc des mesures d'exception qui sont toutes réintégrées dans le droit commun maintenant. Et là où on peut le plus le craindre, c'est effectivement la protection de nos données personnelles. Donc déjà, après les attentats du 11 septembre, toutes les fiches, les listes noires, etc., qui étaient censées disparaître, existent toujours. Donc toutes des procédures d'exception également existent toujours. Et quand vous voyez les questions soulevées par le traçage, par les applications, mais aussi le traçage physique des gens qui ont le Covid, là, pour le coup, le Conseil d'État a été consulté. Son avis est assassin. L'autorité de protection des données personnelles, l'avis est assassin. Le projet de loi, la proposition de loi risque de passer comme ça. Alors que la Ligue des droits humains a fait une proposition alternative, parce qu'on peut admettre qu'un certain traçage soit nécessaire pour contenir la propagation du virus, mais pourquoi ne pas dire, dans les 15 jours, après la période d'incubation, au revoir, les données sont supprimées. Pourquoi les garder 2 mois? Pourquoi les garder 1 an? Et tout ça dans un registre centralisé par Scienziano. Il y a de quoi avoir assez peur sur les pratiques qui vont se mettre en œuvre maintenant. Alors vous me direz, oui, mais un jour le coronavirus sera fini, certes, et puis il y en aura un autre, et un autre, et un autre, et toutes nos données seront centralisées. Et donc, il ne faut pas s'étonner que la population se méfie. Et comme pour le moment, c'est sur base volontaire que vous pourrez télécharger l'application, personne ne le fera. Regardez, en France, il y a à peine 1 million de Français qui ont téléchargé l'application. Alors que Taïwan, pour ça, les données sont récoltées 3 semaines. Et puis sont détruites. Pour revenir sur cette question du rapport entre justice et le pouvoir législatif, bien sûr, il s'agit d'appliquer le droit. Mais comment continuer à défendre le droit lorsque certaines lois deviennent liberticides? Eh bien, heureusement, donc, il y a des contrôles de constitutionnalité. Donc, d'abord, la consultation du Conseil d'État va redevenir la règle. Mais même, donc, l'avis du Conseil d'État n'est pas obligatoire. Donc, supposons un arrêté du gouvernement, que ce soit fédéral ou communauté ou région, qui soit contraire à la Constitution. Vous pouvez demander, vous le démontrez, et vous pouvez demander au juge de l'écarter. Il peut le faire sur base de la Constitution. S'il s'agit d'une loi, vous demandez alors au juge de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle. Et les juges utilisent cette faculté ou même cette obligation quand c'est en appel. Et en général, la Cour constitutionnelle est quand même respectueuse de la Constitution. Et puis après, vous avez toujours encore des recours à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc il y a quand même encore effectivement des protections. Non, l'état de droit l'état de droit est quand même encore bien solide. C'est important, c'est vrai. Oui, tout à fait. Alors, on a bien insisté quand même sur le manque de moyens. Ça, c'est, je pense, le nerf de la guerre à court terme. Est-ce que vous pensez que des perspectives sont devant nous pour qu'il y ait des réformes, pour que des combats soient menés pour une autre justice et pour un meilleur accès à la justice? Oui, je pense. Et je pense que le ministre Gaines a été très maladroit, parce que quand on voit la mobilisation au sein de la magistrature contre cette proposition dont je vous parlais, ça a combiné aux nombreuses personnes qui ont, pendant le confinement, sorti des notes sur le monde d'après, dont on peut fortement douter qu'il advienne un jour, mais la mobilisation est là. Et vous avez de plus en plus d'intellectuels, de profs d'UNIF qui travaillent avec les associations. Par exemple, un rapport des 123 chercheurs en plein Covid qui a sorti toutes des mesures de déconfinement, mais à caractère social, sont en train de travailler avec les associations de terrain, qui sont quand même les premières à savoir ce qui se passe au quotidien. Et donc, je pense qu'il restera ce travail de conscientisation de la société civile. Pareil sur le climat. Si maintenant on ne fait pas quelque chose pour le climat, c'était même pas une petite répétition générale, ce sera 10 fois pire. Et enfin, tout dépendra, comme je le disais tout à l'heure aussi, de quel gouvernement nous allons hériter. Donc si on met
certains partis moins respectueux des libertés fondamentales au pouvoir, pour citer la NVA par exemple, oui, alors là, il faudra être extrêmement vigilant. Mais regardez, le mouvement des Gilets jaunes avant, qui n'avait finalement rien à voir avec le Covid, il a quand même eu une certaine force d'action, et donc ça pourrait tout à fait se reproduire si on ne respecte pas nos acquis sociaux et nos libertés fondamentales. Je vais vous poser une dernière question un peu particulière. Là, je vais vous demander d'enlever plus ou moins votre casquette. C'est vraiment à Annemie Schaus, la femme engagée, la citoyenne engagée qu'elle s'adresse. Si je vous dis que le Covid a été, est ou sera positif, vous pensez à quoi? J'ai du mal à dire que ce sera positif parce que je pense que les jeunes ont été vraiment malmenés par cette crise, que ceux qui cherchent du travail maintenant, bonjour. Et ça me rend profondément triste. J'ai une enfant de 15 ans, un beau-fils de 18, et ça m'inquiète pour eux. Donc quand vous me dites ça aura été positif, je ne suis pas encore dans cet état d'esprit-là, en tout cas essentiellement pour les jeunes. Je suis inquiète pour eux. Et notamment, quelqu'un de 15 ans qui a déjà à 10 ans connu les attentats, ils ont quand même été marqués, ces petits 15 ans, pour être confrontés à ça. Ensuite, les manifs pour le climat qui ont servi juste à rien du tout. Et maintenant, le corona, leurs perspectives, enfin leur passé et leurs perspectives sont brouillées. Chapeau, en tout cas pour ceux qui gardent le moral. Et donc, si vous me dites quelque chose de positif, j'espère justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que les mouvements sociaux vont se réapproprier les questions d'intérêt général et vont se mobiliser. Parce que quand il y a de la mobilisation, je suis désolée, ça fait bouger les choses. Regardez les manifs contre le racisme qui ont lieu partout dans le monde. C'est quand même dingue comme ça provoque des remises en question de plein de politiques. Et même en Belgique, où on va peut-être enfin s'interroger sur notre passé colonial, même si en fait tous les historiens l'ont déjà fait. Mais peut-être que les politiques vont du coup être obligés de se poser les questions que ça pose également. Donc oui, ça c'est l'aspect positif, et j'espère vraiment que tous les élans de construction d'un monde d'après vont prendre le dessus. Et si possible, par les jeunes eux-mêmes d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci à vous.